copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit... T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Ça y est, c'est la rentrée et on est ravis de vous retrouver après un break bien mérité. J'espère que vous avez bien rechargé vos batteries parce que pour cette nouvelle saison, on a prévu du lourd, ça va bouger chez Capture Mag cette année. Pour attaquer cette rentrée du bon pied, on vous propose un Sale Temps format interview parce qu'on aime toujours autant parler des films directement avec ceux qui les font. Pour ce numéro, ils sont beaux, ils sont bronzés, ils sont en pleine forme. On retrouve Stéphane. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Julien. Salut Julien. Salut Clémence. Et puis toujours fidèle à son poste, notre artiste du son multicasquette, producteur, réalisateur et monteur. Salut Alain. Merci Clémence. C'est pas mal, non? Parfait. L'imitation est top. Tu fais toutes les voix. Mais je fais toutes les voix. D'accord. Alors aujourd'hui, pour passer sous le feu des questions, un réalisateur qu'on connaît pour ses thrillers déclinés de façon horrifique avec Captif ou psychologique avec Un homme idéal. Il a aussi fait un détour par les films d'action avec Burnout en 2017. Aujourd'hui, il vient nous parler de Boîte Noire, son nouveau long métrage qui se déroule au cœur d'une histoire de crash aérien. Bonjour Yann Gozan. Bonjour Clémence. Alors, ton nouveau film Boîte Noire raconte l'histoire de Mathieu Vasseur, un agent du BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile. C'est ces enquêteurs qui tentent de déterminer ce qui s'est passé après un accident d'avion. La lourde charge. Et Mathieu Vasseur, donc, est incarné par Pierre Ninet. Il est chargé d'enquêter sur un accident aérien exceptionnel et sans précédent, le crash d'un vol Dubaï-Paris dans les Alpes. Accident qui a fait plus de 300 victimes. Pour comprendre ce qui s'est passé, il va devoir analyser les boîtes noires. Alors, ce film part d'un aspect habituellement qui reste plutôt dans l'ombre dans les crashs aériens. C'est vrai qu'on a toujours les images de crashs spectaculaires, des débris, etc. Et finalement, le travail des enquêteurs derrière, c'est un vrai travail de fourmi. Tu t'es beaucoup documenté pour coller vraiment à la réalité. Oui, ça a été vraiment l'enjeu. Moi, je me suis lancé il y a presque 10 ans, en fait, après mon tout premier film, Captif. J'avais très envie de... J'ai toujours eu en tête l'idée de faire un film qui tournerait autour de cette boîte noire, parce que je trouve que c'est un objet tellement fantasmatique, qui appartient à l'inconscient collectif, mais dont les journalistes nous en parlent sans cesse quand il y a des accidents, mais on ne sait pas à quoi vraiment elles correspondent. Et donc, je trouvais ça très intriguant, en fait. C'était mystérieux, un peu secret. Et donc, en m'y intéressant, j'ai découvert l'existence du BEA, donc ce bureau d'enquête et analyse dont tu faisais référence, qui est cette autorité compétente en charge d'enquêter sur les crashs. Il faut savoir que c'est une autorité qui est vraiment reconnue, dont l'expertise et le savoir-faire est reconnu à travers le monde. Vraiment, il y a l'équivalent américain qui est excellent, qui s'appelle le NTSB, et le BEA français. Donc voilà, ça a été évidemment le point de départ. Et en commençant à travailler, je me suis rendu compte que je ne savais rien de ce monde et je ne pouvais pas continuer à tenter d'écrire une histoire en racontant n'importe quoi. Donc il fallait vraiment que j'aille sur le terrain et en premier lieu que je contacte les gens du BEA. Et j'ai eu la chance, parce que le milieu de l'aéronautique, c'est quand même un monde qui est extrêmement fermé. J'avais tenté de rencontrer des représentants de constructeurs, choses comme ça. J'ai jamais eu de réponse. J'attends toujours la réponse. En revanche, le BEA, vraiment, on fait preuve d'ouverture d'esprit. J'ai présenté le projet que je voulais faire autour d'un crash. C'était encore très minime, et j'avais très peu de choses. Et surtout, je leur ai dit, moi, je veux vraiment que ça soit réaliste. Je veux être ancré dans le réel, je veux comprendre comment vous travaillez, etc. Et donc j'ai eu la chance vraiment de rencontrer des enquêteurs et j'ai fait énormément d'interviews, en fait, d'entretiens avec eux et j'ai glané énormément d'informations. Et donc dans le film, il y a beaucoup d'anecdotes qui sont tirées de faits réels ou de choses vraiment qui ont réellement existé et qui ont énormément nourri le scénario. Et c'est devenu une obsession chez moi au fur et à mesure que je continuais le travail d'écriture, d'essayer de glaner le maximum d'informations. Comme quoi, par exemple, quels sont les faits en fait qui sont venus? Des petits détails, par exemple, il y a une histoire de dashcam dans le film, le moment où Pierre raye, voilà. Ça c'est une histoire qui a été, un des enquêteurs donc il faut savoir que c'est des gens qui écoutent
les enregistrements des boîtes noires, ces boîtes noires qui enregistrent les conversations et tous les sons dans le cockpit, mais aussi ils analysent parfois, vous avez des appareils qui n'ont pas d'enregistreur à bord, comme certains hélicoptères. On le voit d'ailleurs dans le film, et ils ont la chance d'avoir eu un kidam qui se baladait en forêt et qui a levé la tête au ciel et qui a pris avec son iPhone la scène de crash. Et donc ils vont analyser cette vidéo pour savoir par exemple ce qui se passe. Et donc ces personnes-là qui passent leur journée à analyser ces enregistrements audio et vidéo, eh bien un de ces enquêteurs-là, ils ont un tel souci, c'est presque une déformation professionnelle. Il se dit moi dans ma voiture, je veux absolument être sécure, donc je mets une dashcam. Et cette idée-là, je la trouve évidemment, je me dis mais c'est évident, le mec passe ses journées à faire ça, c'est évident qu'il va mettre une dashcam dans sa voiture, mais c'est un truc que je n'aurais jamais pu penser en fait si j'avais pas eu cette anecdote là. Et en plus c'est un peu plus qu'une anecdote, elle joue un rôle central dans le film, c'est important, c'est important, même j'ai envie de dire ça contribue à définir ce personnage là qui est aussi très important lui-même dans le film, même dans exactement. Et c'est ça, tu sais, quand tu écris ton scénario, tu pars de ça et puis tout d'un coup c'est comme une pelote de laine, et tu tires le fil et puis ça te donne encore plein d'idées. Et effectivement, tu le dis très bien, ça caractérise ce personnage de Pollock comme ça apporte quelque chose dans sa caractérisation et ça joue en plus dans le récit, c'est très très important. Et après il y a plein de choses, une des thématiques du film, qu'on ne peut pas malheureusement développer parce qu'on va déflorer trop de choses, mais je ne voulais pas reconstituer un crash qui aurait réellement existé. Et donc, quand je suis allé voir le BA, je me suis dit, mais c'est quoi pour vous les problématiques majeures d'aujourd'hui dans l'aviation civile ? C'est quoi les dangers aujourd'hui ? Et donc, je ne peux pas répondre à cette question, il faut voir le film. Mais eux m'ont parlé de cet élément-là qui est devenu central. Et voilà, c'est comme ça. C'est très important en plus aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est allé grandissant. Complètement. Et c'est vrai que j'avais envie de parler, au-delà de ce point, qu'on évoque, mystérieux là. Mais c'est l'envie, c'est pour teaser les gens, on tease à fond. Mais c'était aussi d'évoquer aussi à travers le cadre de l'arène de l'aéronautique, de l'aviation civile. C'est vrai qu'il y a quelque chose je voulais évoquer cette problématique qu'il y a entre l'homme et la machine. Enfin, ces histoires d'automatisation qui prennent le pas sur l'humain. Ça, c'est quand même quelque chose qui, j'ai envie de dire, qui dépasse même le cadre de l'aéronautique. C'est tout ça, toutes ces problématiques-là, je trouvais ça vraiment fascinant. Pardon, j'avais une question aussi sur l'écriture, parce que c'est un fait assez peu courant finalement, et le son a une énorme importance dans le film par la force des choses, par le métier de Pierre Ninet. Oui. Mais du coup, en fait, au scénario, il y a preneur de son, mais ton responsable son sur le film. Tout à fait, Nicolas Bouvet, le monteur son. Oui, c'était très très important. Dès le départ, en fait, j'avais commencé à écrire un premier traitement et je lui ai fait lire. Il avait trouvé ça pas bon du tout d'ailleurs. Et il m'a dit non, et puis il a apporté plein d'idées. Et je me dis, mais en fait, il faut que je travaille avec lui. Mais en plus, c'est quelqu'un qui a travaillé sur tous mes films depuis mon tout premier court-métrage. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment un ami, quoi. Et du coup, et je m'en suis pas rendu compte, mais au fur et à mesure, je me dis, mais en fait, il est monteur son. Donc, en plus, c'est vraiment important qu'il travaille sur ce projet parce que, dès l'écriture, parce que le son, c'est pas juste un truc décoratif, c'est vraiment un élément qui est narratif, il y a des scènes d'écoute très importantes dans le film. Voilà, le son joue un rôle central. Donc, évidemment, ça a été aussi quelque chose je pense qui a apporté énormément de choses au film. À la mécanique du suspense par exemple, parce que ce qui est très intéressant, moi je trouve, dans l'écriture de Boîte Noire, c'est que en fait on pourrait avoir, on va dire, un film qui aurait affaire à un suspense assez classique d'une certaine manière, même s'il y a des rebondissements, etc., mais en fait dont les vrais ressorts en fait dramatiques sont liés au son, sont liés à toutes ces choses-là, liés aux capacités du personnage principal. Et qui est aussi, je me permets de t'interrompre, qui est aussi ce qui m'intéressait aussi, c'est sa force, mais aussi son talon d'Achille, puisque le personnage souffre d'acouphènes. Donc, par moments, les sons deviennent extrêmement hostiles, agressifs, et on ne sait plus très bien si du coup, on se demande si ce type n'est pas en train de se tromper. Ça fait partie de notre positionnement de spectateur tout à fait particulier vis-à-vis du personnage, qui est un des points très intéressants de Boîte Noire. Et dans l'idée, justement, du son, en fait, est-ce que les connaissances, en fait, de la même manière, en fait, que tu t'es documenté sur les boîtes noires, sur tout ça, est-ce que, en fait, l'idée d'avoir quelqu'un qui te donne des trucs beaucoup plus spécifiques sur le son permet de créer une mécanique du suspense un peu différente, en fait, finalement. Mais ça, cette idée-là, je l'avais quand même je l'avais tout de suite en tête, puisque je savais que dès le départ, c'est vraiment le point de départ, c'est de mettre au centre du récit, d'un récit à suspense,
cette boîte noire qui enregistre les conversations. Donc déjà, et puis j'étais vraiment fasciné par tous ces films que j'avais vus adolescent. Je pense, alors c'est des références qui sont écrasantes, donc je les ai pas revues, mais évidemment, je pense à Conversation secrète, Blowout, qui sont des films qui m'ont énormément marqué ado et qui ont cet élément similaire d'un personnage qui devient obsessionnel, qui a un rapport avec le son et qui écoute en boucle des enregistrements. Et surtout dans Conversation secrète, il y avait ça chez le personnage de Gene Hackman. Et c'est quelque chose qui m'avait vraiment influencé pour essayer de... Voilà, d'ailleurs, on le voit un peu dans le personnage de Pierre, d'un côté un peu nerd, un peu geek, mais qui en plus renvoie quand même à une chose réelle. Un des enquêteurs du BEA qu'on a vu, on a un peu poussé les curseurs, mais il y avait quand même ça, et comme tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment un travail de fourmi, et ce côté d'analyse très pointu, tu deviens très vite obsessionnel, tu deviens, voilà, il y a un truc qui devient où tu es dans ta bulle et tu ne vois plus le tableau d'ensemble, et tu peux te tromper quand elle naît. Rivé sur un élément, tu vois plus le tableau d'ensemble et tu peux te tromper. C'est ça aussi le danger dans ce travail-là. Mais ce qui commence à devenir presque, j'ai envie de dire, une constante dans ton œuvre. C'est-à-dire que là, déjà, tu travailles énormément de points de vue. Ça, c'est très fort, hein, et c'était déjà très fort dans Captif. Hein, mais je trouve que ça s'est vraiment accentué. C'est devenu presque un procédé narratif central en fait de tes films ensuite. Et puis avec une personnalité qui devient obsessionnelle. Passionné de toute façon et qui est en train de s'enfermer en fait dans quelque chose, quoi. Et c'est vrai que ça c'est un constat que tu fais ou que c'est un truc que tu as envie de creuser. Oui, je parle de nous, de toi peut-être. Peut-être, mais alors là, il faudrait que j'aille voir un psy. Je me le dis pas consciemment, mais c'est vrai que j'aime bien les personnages. Bon, évidemment, la dramaturgie, vous avez un personnage face au monde extérieur, mais en fait, c'est aussi, ce qui me plaît bien, c'est aussi quand le conflit, il est intérieur, en fait. Et donc, le film, c'est autant quelqu'un qui se bat contre l'extérieur, mais aussi il se débat avec lui-même, quelque part. Et ce côté mental, en fait, à un moment donné, dans le film, par exemple, il tente de se plonger, quoi, mentalement dans l'avion pour savoir ce qui s'est réellement passé. J'aime bien ces moments où on bascule presque dans un genre, on est à la lisière du fantastique et tout devient un peu abstrait et on rentre dans la psyché. Je pense que le film, c'est autant un film d'enquête que j'ai tenté, j'espère, en écrivant une histoire la plus captivante et haletante possible, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est aussi une psyché dans ce personnage qui est obsessionnel, qui devient complètement paranoïaque. C'est vrai que ça me fascine, quoi, quand on s'enferme dans une mécanique et aussi, c'est peut-être aussi l'idée de contrôle, d'un type qui est dans le contrôle et qui va complètement perdre le contrôle. Et tu parlais justement de ces scènes dans lesquelles il se projette, en fait, il est en train de reconstituer les circonstances du Pour moi, c'était l'ADN du film. Tu vois, quand j'écrivais le scénario, excuse-moi de t'interrompre, c'était vraiment... c'est clair, il faut qu'on en parle. Je me disais, moi, parfois, je fonctionne comme ça, c'est sans doute pas très bien, mais parce que toutes les scènes, elles sont importantes, voilà, évidemment, pour construire un film. Mais il y a des scènes où tu te dis, là, pour moi, c'est l'ADN du film. Enfin, je sais pas, si je réussis pas ces séquences, ça va pas, quoi. Il faut... Pourquoi c'était l'ADN du film, déjà, pour toi? Et après, j'aurais une autre question. Parce que c'était à la fois le décor, c'est-à-dire le décorum qui définissait le film, ce hangar, cette carlingue. Cette solitude, en fait. Cette solitude, lui, au milieu de ces... En plus, j'aimais bien ce plan au sol, quoi, où on a reconstitué on a tracé comme une scène de cadavre, en fait, de scène de crime, pardon, où il est là en train d'essayer de savoir ce qui a pu se passer. Je trouvais qu'on était dans le cœur du monde, quoi, de l'aéronautique, de ce truc très fascinant, aussi morbide, hein, de ce cimetière d'épaves. Il y avait quelque chose comme ça que je trouvais assez fascinant, quoi, de très cinématographique, de très cinégique. Comme moi, voir les épaves, par exemple, des fauteuils et tout, putain, c'est comme moi aussi quand je l'ai découvert, voilà, bizarre, exactement. Donc ça, je savais que visuellement, en tout cas, je savais que ça allait être payant et que ça devait être vraiment le film. Et j'aimais bien, à un moment donné, cette bascule vers... Je dis pas que le film ne bascule pas dans un genre fantastique, pas du tout, mais il est à la lisière, quoi, dans le climat en tout cas. Ouais. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que le personnage, en plus, c'est un moment aussi tu le sens en empathie, en fait. C'est là aussi il s'implique énormément. Et néanmoins, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est qu'il est en recherche de la vérité, mais quand il est dans la reconstitution, ça tu le comprends a posteriori, ces images-là, ces projections mentales-là ne mentent pas, en fait. Oui. C'est-à-dire que même si tu peux avoir potentiellement une fausse piste parce que tu es comme lui, tu ne vois pas la totalité, son propre point de vue, voilà. Ouais. En même temps, ça ne ment jamais. Et ça, j'aime beaucoup, en fait. Je voulais que tu nous en parles, en fait, de ce choix-là, parce que finalement, il n'est pas évident. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu admets que tu es dans la projection mentale de quelqu'un qui est en recherche,
il aurait très bien pu nous conduire sur une fausse piste à ce moment-là, et toi tu as choisi de ne pas le faire. Moi j'ai j'ai mon explication là-dessus, mais je voudrais t'entendre en fait sur ce choix-là. Moi quand on le voit, j'aimerais bien qu'on puisse se dire qu'il a peut-être tort, que ça soit parce que ce qui m'intéresse c'est dans la définition. Ça c'est vrai. Dans la définition d'un enquêteur, et même d'un scientifique en fait, ça va au-delà de ça, de l'enquêteur, mais pour les recherches en scientifique aussi, en parlant avec les enquêteurs du BEA, eux me disent voilà, il y a une part très rationnelle, très scientifique, c'est des gens hyper méticuleux, hyper pointus, et en même temps tu peux pas t'empêcher qui est l'idée de l'intuition, de quelque chose qui est complètement irrationnel en fait, et il faut les deux en fait, j'ai envie de dire, pour être un bon enquêteur. C'est pas le bon chasseur, mais c'est le bon enquêteur. Donc il y a ces deux éléments là, et là à ce moment là dans le film, il se projette en utilisant aussi, comme il y a du wifi à bord avec des photos qui ont été postées, donc tout ça est quand même assez réaliste. Il essaie de se, mais en même temps c'est une projection mentale, et pour moi il y a quand même une ambiguïté. On sait pas quoi. Est-ce que c'est le fruit d'un raisonnement rationnel, ce qu'on est en train de voir, ou est-ce que c'est le fruit simplement d'une intuition un peu paranoïaque du bonhomme? Et donc d'être dans cette ambiguïté là, je trouvais ça intéressant. Néanmoins, il ne ment pas en fait dans ces trucs. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai analysé a posteriori, je te parle de ça a posteriori, pas en voyant le film, pas sur l'expérience en direct, c'est de me dire, il n'est pas allé, c'est ce qui en fait un héros ou un super enquêteur si tu veux, c'est qu'il ne va pas jusqu'à l'endroit où il n'est pas sûr en fait, là oui, complètement, tu vois ce que je veux dire. Complètement. Et je me suis dit, ça c'est un signal, Yann Gozlan en fait nous donne un signal là que c'est un bon enquêteur en fait, sauf que tu l'analyses a posteriori en fait ça. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, et tous les éléments il reconstitue ce puzzle, ce premier plan séquence qui ouvre le film, il le revisite de manière fragmentée, et c'est vrai que tous les éléments sont identiques et sont bien placés, donc mais j'avais quand même envie qu'on ait au visionnage, quand on est en train de voir le film, qu'on se pose cette question qui est cette ambiguïté. Et de toute façon, on en vienne aux mêmes conclusions que lui, en fait, vis-à-vis de ce qui se situe. Quoi. Et en même temps, tu le traites quand même aussi vis-à-vis des autres personnages, qui se posent vraiment des questions sur le fait qu'ils soient finalement complotistes ou pas, et de poser la question aussi de manière générale sur la thématique actuelle. Quoi, complètement. Aujourd'hui, c'est ça que je trouvais que le film était très pertinent par rapport à l'époque, puisqu'on parle énormément de fake news, on ne sait plus. Aujourd'hui, tout est tellement dématérialisé, avec les outils numériques qui sont à nos dispositions, qui sont pas si compliqués que ça. En plus, on peut, voilà, c'est très compliqué de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, quoi. Et on le voit pour les journalistes, enfin la difficulté de savoir, il y a même des émissions, c'est info, intox, pour savoir, attendez, non, ça a été n'importe. Donc on voit bien qu'on est je trouve qu'on est dans une époque où on va vers un monde où on ne saura plus à un moment donné ce qui est vrai, ce qui est faux, et ça va, je pense, rendre complètement fou. Et la paranoïa du personnage, on l'aura tous, quoi, à un moment donné, si on continue sur cette voie-là, je pense, parce que on ne sait plus, quoi. Et c'est vrai que ne plus savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, la frontière est extrêmement ténue, et c'est ce que le film raconte, je pense, entre la quête de vérité et le complotisme. Et aussi, ce qui était pour moi important à mes yeux, et je sais pas si, voilà, je l'ai réussi, mais je tenais à ce que... On va te dire. Ouais, c'est gentil. Hein. Je tenais vraiment à ce que les contre-arguments qu'on lui oppose, parce que souvent dans des films comme ça d'enquête, bon, c'est tellement énorme qu'on t'est tout genre avec le gars et tu te dis, mais oui, il a raison. Ouais. Même si on est avec Pierre Ninet, même si c'est le héros, etc., j'avais envie que les contre-arguments qu'on lui oppose, eh bien, ils soient recevables, ils soient concrets. Quand Dussolier lui dit, mais attendez, moi, j'entends pas descente, j'entends delta urgence, et delta, c'est la phrase clé pour dire qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le cockpit. Tu vois, j'avais envie, le plus possible, que les gens en face de lui, ça soit consistant ce qu'il raconte, et qu'on puisse du coup douter. Et plus on doute, moi je pense que plus le spectateur il est dans un état actif, il se pose des questions, et c'est intéressant, quoi. Mais c'est ludique même pour lui. Mais est-ce qu'il n'y avait pas justement un risque là-dessus, parce qu'il y a quand même un point dans le récit, il me semble, où tous les spectateurs vont le perdre, Pierre Ninet, où ils vont se dire oui, tout à fait. Voilà. Et tu le pousses très très loin, ça. Ce qui est effectivement le cas aussi dans Conversation secrète ou dans Blowout, mais où moi j'ai l'impression que Boîte Noire est quand même plus du domaine du divertissement dans le sens très noble du terme. Bien sûr. Alors que ça, c'était quand même des films qui se positionnaient, en tout cas, Conversation secrète de Coppola, très définitivement, ils n'avaient pas peur d'être peut-être un peu plus anxiogènes, tu vois, de quitter avec quelque chose d'un peu plus âpre, un peu plus difficile d'appréciation, ce qui n'est pas le cas. Boîte Noire, c'est un vrai film aussi du samedi soir. Complètement, voilà. C'est une vraie fiction. Et du coup, est-ce que toi, à un moment, en fait, dans l'écriture du film, tu ne t'es pas dit, parce qu'il y a ce risque de perdre le spectateur, en fait. Le spectateur rentre et suit dans l'histoire par le personnage de Pierre Ninet. Si
tu t'aliènes trop les spectateurs par rapport au personnage de Pierre Ninet? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Est-ce que cette question, en tout cas, elle s'est posée, quoi, à un moment donné, de perdre le fil, quoi? Je me suis pas posé la question comme ça. Je m'étais dit au contraire, plus si c'est pas évident, plus ça sera intéressant. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les spectateurs sont tellement voient tellement de films, voient tellement de séries, ils ont l'habitude de voir des personnages, je trouve, ambigus, avec des failles, et je voulais qu'on soit fasciné en fait par l'univers et par ce personnage-là. Donc peut-être que c'était un risque, mais je t'avoue que ça n'est jamais rentré en ligne de compte. Non, en tout cas. Et moi, au contraire, tu te dis, voilà. Non, j'ai pas eu cette peur-là. Ce qu'on me reprochait souvent, c'était plutôt le jargon technique qu'il y avait dans le scénario. On me disait souvent, ça va être imbitable, on va rien comprendre, ça va être trop opaque. Qui passe crème, et je ne sais pas pourquoi. Et bah moi non plus. Mais moi, c'est marrant, hein. Ouais, mais parce que j'avais, et chaque fois je leur disais, mais moi quand j'avais 12 ans, j'ai vu Wall Street, ça parle de finance, je connaissais rien à la finance, et j'ai compris le film parce que en fait le film ne s'arrête pas juste peu importe la technicité des termes employés par les personnages, ce qui compte dans une séquence, c'est les enjeux humains qu'il y a, les relations en fait entre les personnages, quoi. Si tu captes les conflits qu'il y a entre les personnages, c'est gagné. Et c'est pas grave si le film à un moment donné il a un petit temps d'avance et toi tu comprends pas tous les termes, mais ce qui est important c'est de savoir les conflits entre les personnages, l'enjeu humain qu'il y a derrière. Oui, et puis même c'est normal en fait que tu n'arrives pas à suivre toutes les conversations en fait de ces gens-là. Et de ces gens-là, et ça leur donne en plus un côté très technique, tu sens que c'est des pros, quoi. Mais d'ailleurs, à propos de technique, il y a cette scène d'ouverture de la boîte noire. Je crois que c'est la première fois que je vois à quoi ressemble une boîte noire en vrai. Qui n'est pas donc noire, mais orange, pour être évidemment tout de suite plus visible sur les zones de crash. Et là, c'est intéressant de voir la technique, justement, parce que c'est quelque chose qu'on montre jamais. Ouais, je crois que, à ma connaissance, sauf erreur de ma part, je crois qu'on n'a jamais filmé, on n'a jamais vu ça. Et d'ailleurs, on l'a vraiment, ça, c'est l'aspect très réaliste et authentique du film. On l'a tourné dans les locaux, dans leurs locaux, là où ils ouvrent les boîtes noires, ou là où ils ont ouvert, par exemple. Et ça se fait comme ça. Et ça se fait comme ça. Alors là où ils ont ouvert par exemple la boîte noire du Paris-Rio, qu'on avait retrouvée, vous savez, qui était restée 2 ans sous l'eau. On savait pas, tout le monde était très tendu pour savoir si la carte mémoire qu'on extirpe de cette boîte était exploitable. Donc oui, c'est cette boîte, ce truc orange énorme qui est censé résister au choc, au feu. À l'intérieur, vous avez un cylindre, et à l'intérieur, il y a des couches et des surcouches de différents éléments pour protéger cette toute petite carte mémoire, où il y a les enregistrements, les sons dans le cockpit, et qui vont peut-être révéler la vérité. Et là, il y a un enjeu. Alors, on fait venir lors de cette ouverture, c'est filmé, comme on le voit dans le film. Il y a la présence d'un OPJ, un officier de la police judiciaire, et puis les représentants du constructeur, de la compagnie aérienne, etc., sont présents derrière la vitre pour assister à cette ouverture. Et moi, le BEA m'avait montré des vidéos de l'ouverture de la boîte noire du Paris-Rio. Donc, on a respecté, si vous voulez, toutes les étapes. La seule différence, c'est que parfois, une ouverture de boîte noire, ça peut durer, suivant l'état dans lequel on la retrouve, ça peut durer 2 heures, 3 heures, 1 heure. Donc là, j'allais faire du cinéma expérimental si je filmais ça en temps réel. Mais donc, j'ai évidemment, ça dure quelques minutes dans le film, mais en revanche, toutes les étapes sont respectées. Et puis, j'ai tenté de vraiment de mettre en valeur l'aspect cérémonial, quoi, rituel qu'il y a à ce moment-là. Pour moi, c'est presque organique. J'avais presque l'impression de voir un Cronenberg, quoi. Oui, c'est ça. Il y a toutes ces couches qui sont là pour protéger la carte. C'est vrai qu'il y avait pour moi le dispositif, c'était d'essayer de faire de cette scène une opération à cœur ouvert. Une autopsie, moi. Une autopsie. Tu vois, tu parlais du truc du côté morbide, en fait. Complètement. La scène de crime, alors que c'est quelque chose qui est manifestement mécanique, en fait, quand il est. Mais moi, je voulais qu'il y ait ce côté organique. Effectivement, et après j'ai vraiment tout ce qu'on voit est véridique. Le fait qu'il porte ces masques FFP3 là, c'était bien avant la Covid. Ils portent ce genre de masques, c'est vraiment ces masques là. Enfin, tout était, de toute façon, on avait vraiment d'ailleurs il y a une jeune femme qui est à côté d'Olivier Rabourdin qui porte un masque et qui en fait s'occupe de l'ouverture de la boîte noire. Elle travaille au BEA. C'est vraiment elle qui s'en occupe d'ailleurs. Donc j'avais vraiment les vrais gestes, et c'est vrai que l'apport par rapport à tout à l'heure quand tu me posais la question sur la documentation, je me rends compte aujourd'hui, s'ils m'avaient pas ouvert leurs portes, s'ils n'avaient pas pu faire toutes ces interviews, je crois que j'aurais pas pu faire ce film en fait. Et au-delà de la technique, il y a quelque chose d'autre que moi j'ai trouvé très réaliste. Alors il se trouve que je connais un peu le milieu de l'aéronautique, j'ai de la famille qui travaille dedans. Et
tu montres parfaitement à quel point c'est un petit milieu. Ils ont tous fait la même école, l'ENAC, l'école qui prestigieuse, l'école nationale de l'aviation civile. Qui forme des pilotes, mais pas seulement. Mais pas seulement, tout à fait, oui. Des contrôleurs aériens, ça forme aussi, certains vont devenir, vont travailler au BEA, d'autres vont travailler dans des comme Noémie qui s'occupe de certifier des avions, enfin voilà, tout à fait, oui. Et c'est très consanguin, du coup, ce petit milieu, tout le monde se connaît, passer d'entreprise en entreprise. Il y a des enjeux importants derrière. Oui, mais j'ai envie de dire, c'est le côté un petit peu sociologique du film. J'avais envie qu'on plonge dans ce monde-là. Moi, je parlais de Wall Street là tout à l'heure, mais j'aime bien les films qui vous prennent par la main et qui vous plongent dans un univers méconnu et on découvre les coulisses. Ça, c'est toujours quelque chose que je trouve de très payant et que j'aime énormément au cinéma. Et c'est vrai que sur l'aspect consanguin, je pense que tous les milieux finalement le sont. Enfin, je veux dire, on a déjà vu, ça s'est déjà vu, un ministre de la santé et on apprend que son compagnon, sa compagne travaille pour un laboratoire pharmaceutique. On sait très bien que parfois les hommes politiques, évidemment, ils vont dîner ou des jeunes avec des journalistes et que voilà, évidemment quand vous êtes dans un même milieu, forcément vous avez fait un peu les mêmes écoles, vous rencontrez d'ailleurs votre compagne ou votre compagnon dans cette école là, donc évidemment ça j'avais très envie de le montrer. J'étais fasciné par ce monde et puis au-delà de ça du couple, je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant de pas montrer ce couple juste sur à travers, enfin en tout cas le montrer à travers le prisme du travail. C'est pour moi un couple entre Pierre Ninet et le personnage qu'interprète Lou Delage, un couple qui s'est construit à la sortie de l'école et sur une alliance professionnelle, l'idée d'ascension professionnelle. Ils sont très ambitieux. Ça j'aimais bien, je trouvais que c'était peu vu finalement, et je sais que dans mon entourage, j'ai été à Dauphine, je vois, j'ai vu des gens qui sortent de très grandes écoles de commerce, etc. C'est un peu le même profil, c'est des gens très jeunes, ultra diplômés, qui ont l'habitude de naviguer dans des milieux ultra compétitifs. Et je trouve que ça, dans le cinéma français, on le voit pas beaucoup, quoi. On voit beaucoup d'artistes, on voit des gens dans la dèche, mais ce type-là, ce genre-là, ça existe. Et puis il y avait un côté un peu, je trouve, d'économie de marché. Il y a un côté très, très libéral, comme ça, ils sont très, très focus. Et je trouvais ça assez fascinant. Mais là encore une fois, tu pars sur un truc qui est un domaine qui est très très spécifique, mais ça fait partie des choses qui sont extrêmement larges. Et d'ailleurs, un des moteurs du film, et c'est pareil, je vais pas dévoiler, t'inquiète pas, de truc de spoiler, mais moi ça fait partie des trucs qui m'ont emporté, c'est qu'il y a un vrai cœur émotionnel en fait auquel je ne m'attendais pas forcément. C'est-à-dire que quand je suis sorti encore une fois à posteriori, je me suis dit mais en fait tout tourne autour de ce couple, quoi. Le vrai moteur, finalement, c'est bon, il y a l'enquête, il y a les écoutes, il y a les doutes qu'on peut avoir sur Pierre Ninet, comment il s'enferme dans sa propre obsession. Mais finalement, ce qui compte là-dedans, et c'est là où le personnage de Lou Delage a une énorme importance, et je la trouve incroyable d'ailleurs, c'est ça en fait, c'est comment tu te comportes avec l'autre vis-à-vis de ton cursus professionnel, on va dire, quoi. Oui, ça me fait plaisir ce que tu dis, parce que c'était pour moi, avec les scénaristes, on s'était dit, moi je voulais pas que ce soit juste un film d'enquête, il fallait que l'aspect professionnel, à un moment donné, ait des répercussions dans sa vie intime. Et ça tout d'un coup, ça devenait là, on touche à l'humain. Et j'aimais bien de commencer le film avec un couple qu'on sent un peu froid, quoi, très, 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 comme ça, je disais sharp, très, très anguleux, quoi, très incisif. Ils me parlent, la première fois qu'on les voit, la première fois qu'ils se retrouvent ensemble tous les deux, c'est en voiture après une soirée, un cocktail. Le premier truc dont ils parlent, c'est de boulot, quoi. Mais au fur et à mesure du film, là, parce qu'il va y avoir un grain de sable qui va frotter entre eux, la paranoïa va s'immiscer, à un moment donné, ça va être vraiment très, très tendu entre eux. Et là, je pense qu'on touche à l'humain, à un côté beaucoup plus viscéral. Voilà, le personnage de Lou, qui est secondaire au début, joue un rôle central. Et même par rapport à la musique, voilà, je voulais qu'à la fin, on ait quelque chose d'assez lyrique, en fait, dans l'orchestration, on peut pas parler de la fin du film, mais on va vers quelque chose pour moi, en fait, à un moment donné, beaucoup presque plus lyrique. Et de lyrique, que j'assume complètement. Et j'aimais bien ça. D'ailleurs, la musique arrive très tardivement dans le film. C'était aussi ça, tu vois, cette évolution progressive, et qu'à un moment donné, tout ça a des enjeux humains, et puis un crash aussi. Il faut répondre aux demandes des familles endeuillées. Il y a ces scènes également où il est face à le mari d'une victime. Une scène très très dure avec en arrière-plan. On voit
les enfants, voilà. Donc tout ça, et évidemment l'aspect humain, on parle beaucoup de technique, ça me fascine, mais je voulais pas que ça soit glacial, froid. T'as un cœur, en fait, tu veux dire. Voilà, je ne suis pas une machine. Le côté élégant. Et d'ailleurs, quand je parlais de perte de contrôle, à un moment donné, ce personnage qui est tellement un peu geek, etc., il va péter les plombs, et c'est quelque part pour moi ça révèle un peu à un moment donné l'humain. C'est pas avec une machine, quoi. Au contraire. Et c'est vrai que Lou, elle aussi, au début, alors j'aime beaucoup dans le film le fait son allure. Je trouve qu'on l'a jamais vue comme ça, avec cette coupe de cheveux. C'est ce que j'allais dire. Ça lui donne un côté hyper dur, quoi. Hyper dur, professionnel, etc. Voilà. Et elle est obligée d'être comme ça parce qu'elle navigue dans un milieu évidemment d'hommes, où la performance règne. Il faut, voilà, elle a la pression sur les épaules. Faut, voilà, on le sait très bien dans ces milieux-là de masculins. Il faut que les nanas montrent qu'elles sont l'égale des hommes et 2 fois plus. Elles font 2 fois plus que les hommes. Donc voilà, elle est obligée d'être comme ça. Et c'est vrai que j'aimais bien à un moment donné qu'elle fende l'armure et qu'il y ait quelque chose de l'ordre de vraiment de l'émotion pure et du lyrisme, où on y va, quoi. J'ai pas, voilà, et je le revendique. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu de la mise en scène parce qu'il y a déjà une vraie rigueur d'écriture, on en a parlé un peu, mais vraiment dans les recherches, dans comment ça peut irriguer le suspense, comment ça peut irriguer les personnages et tout. Mais dans la mise en scène, notamment, le film commence par un plan séquence. On en a un petit peu parlé hors antenne tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on y revienne parce que il y a un peu. Alors, tu as cité Blowout, par exemple, de Palma, mais c'est vrai qu'il y a un autre film de Palma qui est beaucoup moins, apprécié, beaucoup moins populaire, qui s'appelle Snake Eyes, qui commence avec un plan séquence. Ce film, ouais. Voilà, et moi aussi, mais c'est vrai que dans Snake Eyes, il y a cette idée que ce plan séquence qui est beaucoup plus long dans Snake Eyes il recueille absolument toutes les logiques de la conspiration. Non, mais toute la logique de conspiration en fait qui découle du film. Et là, je me demandais s'il y avait une logique un peu similaire là-dedans. Ouais, modestement, bien oui. sûr, mais tout en quand même en pointant des choses du doigt, comme par exemple des éléments qui vont servir à l'enquête derrière, comme la photo Facebook, comme tous ces trucs-là qu'on retrouve. Est-ce que quelque part, on pourrait presque dire, t'as voulu vraiment faire en sorte que tout soit en filigrane déjà à ce moment-là. Complètement. C'est pour ça que c'est un plan séquence déjà. Alors oui, alors pourquoi le plan séquence? C'était vraiment, déjà, je trouvais que ça allait plonger le spectateur tout de suite directement dans l'univers. Et le plan séquence, déjà, il y a l'idée de temps réel. Il n'y a pas de triche. Voilà, et le côté temps réel était important dans le film, puisqu'à un moment donné, ils ne sont pas d'accord sur des timings. Et le plan séquence, outre ce côté temps réel, je trouve, le plan séquence amène une lisibilité, une spatialisation très très claire. Et comme il y a différents éléments qui se jouent à ce moment-là, eh bien, le film vous montre précisément et vous visualisez les choses très très bien. Ce que n'aurait pas pu, ça aurait été moins clair si ça avait été découpé. Et puis, ce plan séquence me permet de vous montrer où se trouve la boîte noire clairement dans l'aile de la, dans la queue de l'avion. Tu commences avec les pilotes et tu finis avec la boîte noire. Je finis avec la boîte noire où on les entend parler puisqu'elle enregistre voilà, tout est lié. Et donc, donc déjà, c'était pour moi la raison de ce plan séquence. Et c'était intéressant pour moi de me dire que ce qui se passe, ces quelques minutes qu'on voit à l'écran, en fait, l'enquêteur va se replonger dedans et on va les revoir, mais sous différents angles et de manière un peu fragmentée. Et c'est modestement, je mets des guillemets, sans aucune prétention, mais c'est vraiment l'aspect pour moi qui me plaisait. Je me dis, c'est le petit côté, j'ai un peu de Palma, quoi, de ce. Quelle prétention. Oui, un peu. Non, mais ce qu'il y a dans Snake Eyes, c'est-à-dire complètement évidemment de ce plan qu'on va revoir avec les différents écrans de contrôle qu'il y a dans le film. Et c'est pour ça que c'est un film pour moi, Snake Eyes, je trouve aussi important vraiment dans la filmo de Palma que Blowout, parce que c'est vraiment un film sur le cinéma. C'est un film passionnant. Enfin, je veux dire, c'est d'une richesse sur l'image. Et voilà, c'est Godard qui disait que le cinéma c'est la vérité 24 images secondes. De Palma, lui, il dit non, c'est faux, c'est 24 images, c'est le faux 24 images, quoi. Mais donc voilà, ça participait un peu de la même chose, oui. Et en même temps, ça te permet justement, en étant en temps réel, en étant ça s'est passé comme ça, même si vous ne savez pas exactement tout, quoi, ça te permet justement de jouer justement sur le point de vue de Ninet, justement, à ce moment quand il se met à imaginer ce qui pouvait se passer, et savoir en fait que tu peux finalement l'utiliser de manière tu disais fantastique, mais moi j'aurais presque dit comment dire cérébral, c'est-à-dire mental, parce qu'en fait il littéralement le son pour lui c'est aussi l'image. C'est ça qui est très intéressant en fait dans le personnage. Et d'ailleurs il est présenté, moi ce que j'ai beaucoup aimé dès le début, c'est qu'il est présenté littéralement, c'est son oreille qu'on voit. Et c'est assez, mais mine de rien, c'est une idée de mise en scène toute bête, mais qui en fait nous fait prendre la conscience de l'importance en fait de son talent
en fait, j'ai envie de dire, de ses capacités. Ouais, complètement. Oui, c'était, c'est l'oreille, oui, ça le définit, quoi. Ça le définit complètement. Mais c'était aussi, c'était intéressant quand ces séquences d'écoute. Pour moi, en fait, c'est comme un archéologue, quoi. Il défriche des choses assez fragmentées et il tente de les reconstituer, puisque l'enregistrement qu'il a est extrêmement dégradé, il est de mauvaise qualité. Et donc, c'est pour ça que j'ai filmé plusieurs axes dans ces moments d'écoute. Et il tente, lui, son travail, et souvent en plan assez serré où je me rapproche de lui, donc j'ai privilégié le gros plan pour cette idée de fragmentation, quoi. Enfin, c'est un peu, voilà, je fais une exégèse là, et donc l'idée, c'est que lui, il doit coller ces petits morceaux pour arriver au plan d'ensemble, pour arriver au fameux plan séquence qui, lui, était en continu au début du film. Donc, quand j'ai mis ce plan séquence au début, pour moi, le reste ensuite est revisité, mais de manière fragmentée, et lui, il doit reconstituer le grand tableau, le puzzle, retrouver exactement. Toutes les pièces. Voilà, exactement. Oui, et puis il y a aussi un côté ludique. Ah, complètement. Bah, ça, en fait. Tout ça, c'est ludique pour moi, pour le spectateur. C'est-à-dire que tu dis au spectateur, tiens, voilà. Ça, c'est les cartes du jeu. Hop, t'as vu? Hop, je t'enlève le truc. À toi de retrouver le truc, quoi. Exactement. Moi, je l'ai pris comme ça. Je me dis, bon, là, il est en train de me donner toutes les cartes. D'ailleurs, j'ai presque envie de dire, c'est peut-être le seul point de vue, disons, omniscient du film, ce plan séquence, quoi. Et d'ailleurs, il était écrit, on n'écrit pas de choses techniques dans un scénario, pour pas alourdir les choses, et puis on n'en a pas forcément l'idée, on sait pas comment on va tourner une séquence quand on écrit une scène, mais là, pour le coup, avec les scénaristes, c'était vraiment spécifié, quoi. On décrivait le mouvement de la caméra, le recul, le travelling arrière, enfin, c'était dès le scénario, c'était une envie, quand je parlais de scène ADN, la scène évidemment d'introduction qui ouvre le film, pour moi, était évidemment cruciale. Et tout était écrit pour le coup. Et par rapport à ce que tu disais sur le fait que on visualise les choses, mais je crois que le spectateur, comme le son est un peu dégradé, que ces scènes d'écoute parfois elles durent, etc. Je crois qu'on tend l'oreille et on visualise des choses, on a envie d'entendre, je pense que ça joue là-dessus et on se fait son propre film. Moi, récemment, il y avait un film qui est magistral qui s'appelait Guilty, d'un flic qui était dans un centre de, vous savez, téléphonie quand on appelle urgence. Donc c'est un film qui est en huis clos, et toutes ces conversations téléphoniques qu'il avait avec les gens qui l'appelaient, et moi je me souviens, je m'étais fait la réflexion, c'est dingue, je suis en train d'imaginer ce que décrit la personne qu'il a au bout du fil, alors qu'on l'entend qu'au son, qu'en off, quoi. Et donc je trouve que le son de toute façon a une puissance aujourd'hui plus forte que l'image, parce qu'on baigne tellement avec nos téléphones, nos écrans, nos écrans sont là partout. L'image, on est abreuvé d'images, et le son, je crois, garde un truc, et je pense que le spectateur n'en est pas conscient, en fait, il se rend pas compte, mais c'est une arme secrète pour je pense un réalisateur, le son, vous touchez l'intime du spectateur, vous touchez vraiment l'intimité, et c'est inconscient. T'avais déjà cette réflexion-là quand t'as commencé le film, en fait, parce que le truc, c'est qu'évidemment, il y a ces précédents qu'on a déjà cités plusieurs fois, là, qui tournent autour du son, mais je veux dire, quand tu poses les choses de façon bêtement basique, quoi, tu vois, bas du plafond, là, tu te dis, bon, un film sur du son, c'est pas évident du tout, en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir cette problématique de toi, en tant que cinéaste, de te dire, mais attends, j'ai juste filmé des visages qui sont en train d'écouter quelque chose, quoi. Donc il y a forcément aussi ce truc de qu'est-ce que je dois montrer, en fait, à ce moment-là, non ? Oui, j'avais cette crainte aussi, effectivement. Maintenant, je savais que j'allais, à un moment donné, que le film allait s'ouvrir, s'élargir, on allait aller vers ces séquences plus spectaculaires, de tarmac, de hangar, etc. Mais pour les séquences d'écoute, c'est vrai qu'il y avait un vrai enjeu de mise en scène, de me dire comment rendre ça captivant pour le spectateur. Et après, rien n'était gagné, hein. Enfin, je veux dire, j'avais eu des retours, on me disait mais comment on va le faire, ça va s'ennuyer, etc. Est-ce que ça va être intéressant? Mais je pense qu'aussi la nature de ce qu'il écoute, parce que c'est quand même les derniers échanges d'un équipage avant la mort. Du coup, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est pas, il y a un côté morbide quand même. Donc, je veux dire, ces enregistrements, ils sont chargés de quelque chose de quand même de relativement tendu. Et si je puis dire, ça m'aide quand même à créer un conflit, une tension. C'est palpable. Et je pense que l'enregistrement qui le coûte, je pense qu'en tant que spectateur, vous n'êtes pas bien, quoi. Il y a un côté un peu quand même anxiogène qu'on ressent, il me semble. Je voudrais qu'on parle un peu de méthodologie maintenant, justement, sur ces enregistrements. Déjà, je voulais savoir, tu nous parles en fait de la conception même des enregistrements. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose d'enregistrer ces séquences-là et tout. Est-ce
comment tu as fait, est-ce que c'était juste en studio et tout, et ensuite de savoir si tu les as fait en amont du tournage ou tout en post-prod, parce qu'également pour Pierre Ninet, c'est pas du tout évident. Non, alors justement, ces enregistrements-là, et c'est là où tu parlais de Nicolas Bouvet, qui est le monteur son et le scénariste, c'est là où il a joué vraiment, ça a été une grande aide. Vraiment, c'est lui qui s'en est occupé. Ces enregistrements, on s'est rendu compte on s'est dit très vite qu'il fallait les avoir au tournage, même si on les a retravaillés ensuite en post-production, mais pour le jeu des comédiens, il fallait qu'ils entendent ces enregistrements, donc il fallait les enregistrer en amont avec les voix des comédiens que j'avais sélectionnés pour les séquences, les 2 pilotes. Donc ça a été fait un mois ou je sais plus très bien. Enfin, en tout cas, ça s'est fait en amont des prises de vue. Donc comment ça se fait ? On est en studio. Comme si quand tu vas faire de la post-synchro, on enregistre ça. Alors ce qui est compliqué, c'est qu'ils ne sont pas dans un cockpit, c'est pas évident. Donc on enregistre, on essaie et ensuite on monte. Et puis après on rajoute évidemment au montage toute l'ambiance, qui est le travail de méticuleux, qui est vraiment passionnant, qu'a fait Nicolas, le monteur son. Et ensuite comme un playback, comme dans une comédie musicale, vous lancez le son, la musique, j'allais dire, aux comédiens pour qu'ils puissent en fait réagir, interagir au moment du tournage. On a fait ça pour l'enregistrement du CVR, du Cockpit Voice Recorder, donc l'enregistrement de la boîte noire, mais on a également fait ça pour la scène qu'on évoquait à un moment donné quand Pierre Ninet écoute un des appels d'une victime qui laisse un message à son mari avant le crash. Donc cet enregistrement aussi s'est fait en amont pour qu'on l'ait sur le plateau et pour que sinon ça aurait été vraiment abstrait pour les acteurs. Mais je te posais cette question-là parce que justement, tu as ces comédiens-là sur le plateau, dans un décor, et je me disais que pour eux, en fait, et pour l'intensité en fait du truc, tu avais peut-être, si ce n'est tourné les séquences, en tout cas enregistré justement ces... Oui. Mais, tu les as en plus... non, je les ai enregistré, pas visuellement, juste le son. Juste le son. D'accord. Mais ça aide à construire les personnages aussi quelque part d'une certaine manière pour eux, en fait, dans l'idée de la trajectoire, parce qu'il y a cette idée quand même, peut-être un peu, comment dire... Que le personnage de Ninet va chercher une vérité dans quelque chose d'inaltérable en fait, c'est-à-dire même si il y a des éléments de suspense qui pensent à dire que justement ça a pu être altéré à un moment donné dans le film et tout, mais et en même temps de le voir en fait confronter ce qui pour lui semble être la réalité de la situation à des gens qui ne l'écoutent absolument pas. Oui, c'est un peu le paradoxe. Voilà, et du coup, il aimerait être écouté, mais personne ne l'entend. Exactement. Et même lui, on arrive à un stade de ne pas les écouter de son côté, puisque de toute façon, il est coincé dans sa comment dire. Oui, il y a un côté, il s'enferme dans sa propre logique. À un moment donné, il est un peu kamikaze, quoi. Et puis d'ailleurs, ce que je trouvais beau, c'est qu'à la fin, il n'a plus que ça. C'est-à-dire qu'il est tellement... il le dit à un moment donné à Noémie, j'ai plus que ça, quoi. Sinon, il n'est plus rien, quoi. Mais dans la construction dramatique du personnage, en fait, ce qui fonctionne assez bien, c'est qu'on en arrive à des vrais moments dramatiques, en fait, qui, quelque part, ont pu être amenés par ce genre de logique, en fait. C'est ça qui fonctionne assez bien. Et c'est pour ça que j'imagine aussi que l'idée d'avoir ces bandes-sons, en fait, à même le plateau, ça les aide pas seulement à réagir, on va dire, sur le moment, mais vraiment, en fait, à s'immerger. C'est une prise, 2 prises, 5 prises, 10 prises, en fait, quand on fait un truc comme ça. Donc, s'immerger dans le côté vraiment obsessionnel, en fait, du personnage, quoi, réécouter tout le temps la même chose. Oui. C'est en même temps le travail vraiment de ces techniciens. Hein. D'ailleurs, il me dit, on pourrait en avoir parlé, certains par exemple qui ont travaillé sur des affaires comme le Paris-Rio, quand on entend l'enregistrement, une fois qu'ils ont travaillé sur cette enquête, ils préfèrent changer, quoi, de partir du BEA pour travailler. Parce que c'est émotionnellement, c'est très très sur des enquêtes. Je parle d'enquêtes très gros. Je parle du Paris-Rio, par exemple, où il y a une pression médiatique, c'est énorme. Ça fait 10 ans qu'il y a une enquête judiciaire. Que ça n'a toujours pas été vraiment tranché encore au niveau de la justice, donc c'est très chargé, et à chaque fois il me disait avant d'écouter un CVR comme ça, on se met en état, on essaie de se non pas de boire un coup, mais enfin de se calmer, quoi, avant d'écouter l'enregistrement, parce que c'est quelque chose de très violent, quoi. Vous entendez la mort en direct quand même. C'est l'enfer. Oui, voilà, donc c'est dur, oui. J'aimerais bien qu'on parle peut-être de 2 points en fait sur la sortie spécifiquement de Boîte Noire. Alors déjà, avant la sortie, l'idée même en fait, toi dans ta méthodologie, là on part sur vraiment la spécificité de l'écriture de Boîte Noire, de la réalisation, et de prendre ce sujet qui est finalement très peu utilisé, d'en faire un vrai film de suspense qui fonctionne, qui est ludique et tout. Et on a cité quelques références. Quand on regarde par exemple Un homme idéal, on pense forcément à Hitchcock. Bien sûr, c'est automatique. Mais du coup je me demandais, et tu as dit toi-même que tu voulais pas revoir Blowout ou Conversation secrète, justement pour ne pas être... C'est des tels chefs-d'œuvre, c'est un peu écrasant. Mais t'as quand même une logique cinéphile en fait, donc tu vas voir beaucoup de films, beaucoup de choses. Est-ce que
tu rejettes tout ça? Non, je rejette pas. Moi, j'ai présenté par exemple Conversation secrète. Je mens un petit peu parce qu'en fait, je l'ai présenté, je l'ai revu. En fait, je l'ai présenté à l'équipe. Voilà, j'aime bien montrer des films et ça c'était un... Ah, enfin la vérité. Et ouais, enfin la vérité est dévoilée. Mais c'est vrai, non, par contre Blue Out, je ne l'ai pas revu. Donc c'est des référents quand même utilisés pour la méthodologie. Pour la méthodologie, oui. Qu'est-ce qui t'intéressait? Pourquoi tu l'as montré à l'équipe? C'est intéressant ça. Parce que c'est quand même deux films, on parle parce que les sujets sont... Il y a une idée de... C'est très voisin, enfin voilà, il y a un truc qui... Mais en même temps, c'est deux films radicalement différents dans le ton, dans l'approche. Après, c'est un film des années 70. Voilà, ce qui, moi, me fascine dans Conversation secrète, qu'on ne pourrait, à mon avis, plus faire, à part si on s'appelle Jacques Audiard ou peut-être Arnaud Desplechin, mais je trouve que ce qui est fascinant chez Coppola, c'est que le film, vraiment, pour moi, je trouve, est divisé en deux temps. Il y a vraiment un premier mouvement où c'est une étude de caractère. Il n'y a pas d'intrigue à proprement parler. C'est une étude de caractère sur un personnage avec la psychologie très complexe, qui est vraiment pas un mec comme ça très tendre et très sympa de prime abord. Et après, le film bascule dans une enquête très Hitchcockienne, en fait. Et une fois qu'il a lancé, d'ailleurs, il l'expliquait, je crois, dans le commentaire audio, il s'était rendu compte, Coppola, qu'il a dû couper des trucs au montage, parce que une fois qu'il a lancé l'intrigue policière, il pouvait plus revenir sur l'étude de caractère du personnage. Mais pour répondre à ta question, ce qui me fascinait, c'est tout me plaît dans ce film, même si évidemment, je crois que c'était un film sur l'obsession aussi qui me plaisait, sur certains cadres à un moment donné que je trouvais fascinants, voilà. Mais après, j'aurais pu leur présenter d'autres films qui m'ont plus marqué finalement. Je pense directement dans le film, je pense à certains films de Pakula, qui est vraiment un cinéaste majeur qui a donné ses lettres de noblesse au film paranoïaque, au film d'enquête. Je pense à des films, on le connaît évidemment, il est très très connu pour Les Hommes du Président, mais il y a un film comme Clout, ou À cause d'un assassinat, avec Warren Beatty, qui est un film que j'admire. Je trouve que l'utilisation du cadre, puis cette science qu'il a de l'épure, je trouve que c'est toujours très épuré, et à un moment donné il y a une tension, il y a un malaise qu'il arrive à créer, donc c'était vraiment, c'est vrai, des références écrasantes, mais qu'est-ce que tu veux communiquer à ton équipe quand tu leur montres le Coppola, en fait? C'est ça qui m'intéresse, en fait. Écoute, je ne sais même pas moi-même. Il y a une volonté de communiquer quelque chose, ou de donner là, peut-être? Oui, je sais pas, dans la précision de la mise en scène de Coppola dans le film, leur montrer que tous les éléments, enfin la déco est incroyable du film, je crois que c'est Dean Talaveris, avec qui il a travaillé. C'est Michel Barthélémy. Michel Barthélémy. Parce que tu parlais d'Audiard tout à l'heure. Oui, qui a travaillé avec, qui est vraiment, qui est un super chef décorateur. Je crois que c'était sur la rigueur, peut-être. La rigueur et la précision, et j'avais envie que le film soit très rigoureux dans tout ce qu'il présente, dans son filmage, mais aussi dans ce qu'on filme. Il y a un truc comme ça qui doit être au cordeau. Et je trouve que le film de Coppola m'impressionne aussi. Et puis il y a cette idée quand même d'un personnage dont la psyché est un peu torturée, qui se débat avec ses démons intérieurs, et encore une fois, c'était une référence, c'est quelque chose qui était important aussi dans le film, puisque c'est à la fois une enquête, mais aussi, je trouve, une plongée dans la psyché du personnage qu'incarne Pierre Ninet. Pourquoi tu as choisi ce format de filmage? Parce que justement, sur le gros plan, sur la volonté d'aller chercher des... c'est du 2.35. C'est ça, du scope, oui. Donc là, on sait que le 2.35, par exemple, si tu as filmé un gros plan, il va falloir trouver de quoi nourrir à côté. Donc, si tu veux, dans l'isolement, en fait, du personnage, c'est pas forcément le plus évident, en fait. Moi, je trouve que c'était intéressant, justement, parfois, de jouer sur du vide dans le cadre. D'accord. Et je trouve que c'est vrai que c'est un format... Alors maintenant, on en voit pratiquement beaucoup de films sont faits en 2.35, donc ça paraît maintenant tellement courant, et que c'est plutôt les formats carrés qui, d'un coup, deviennent... on stylise les choses. Mais je trouve que le 2.35, quand même, amène une stylisation. Ça me faisait penser au film que j'évoquais de Pakula, cette manière d'isoler les personnages, de les mettre dans du vide. Je trouve qu'il y a quelque chose de très cinématographique là-dedans. Vraiment. Ouais. Oui, puis pour filmer de toute façon un tarmac. Et en fait, vraiment, je me suis posé la question, c'est quoi le format le plus intéressant pour filmer un avion, quoi. Et c'est vrai que là, il y avait quelque chose de... Et puis, pour filmer le vide, pour filmer le côté comme ça, d'isoler le personnage, je trouve au contraire, ça c'était payant. Moi, je me pose... Alors, la deuxième partie de ma question, en fait, en vrai, parce que c'était un peu en deux parties, il y a l'idée de la sortie du film, là, qui arrive, là. Enfin, nous, on enregistre un petit peu avant la sortie, on diffuse le podcast le jour de la sortie même. Et quels sont les enjeux, en fait, pour toi, à ce moment-là? Parce que c'est quand même un film assez,
Non, je pense changé notamment... de couleur, parce que je le dis, parce que c'est pareil, les gens, il faut qu'ils s'imaginent, qu'ils lisent des trucs comme Cardinal. Non, mais l'idée que justement, en fait, il y avait un succès quand même avec Un homme idéal. Un film qui a moins bien marché avec Burnout, où tu es quand même un peu sorti aussi de ce cadre-là. Là, tu reviens un petit peu. C'est pas Un homme idéal, Boîte Noire. Il y a beaucoup d'autres choses. C'est pas forcément 2 films jumeaux, je veux dire, mais déjà le fait qu'il y ait le même acteur principal, ça renoue avec. C'est un acteur très populaire. Ça renoue avec cette idée-là. Est-ce que pour toi, il y a un enjeu? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu te dis ma place en fait dans le cinéma français peut changer ou pas en fait Non, j'ai pas trop envie de me poser ces questions parce que après c'est. Moi, mon travail, c'est de faire le film, vraiment. Après, évidemment, il m'appartient plus. Et évidemment que j'ai envie que le film soit vu par les spectateurs. Je fais pas un film pour moi tout seul. Alors, je le fais parce que ça, vraiment, je pense que c'est ça, c'est tout le paradoxe. Quand on fait un film, je pense que on fait un film parce que l'histoire t'intéresse, te passionne personnellement, et tu veux le faire contre vent et marée, peu importe. Mais après, une fois qu'il est fait, moi, j'ai envie qu'il touche le public, j'ai envie que les gens le voient, j'ai envie que, évidemment, c'est pour ça que le confinement, le fait que les salles soient fermées, tout ça devenait très très abstrait. J'ai fait une partie de la post-production comme ça, on se demandait ce que ça allait être, est-ce que le film allait sortir. Donc c'est. Oui, mais la sortie n'a pas été décalée à ma connaissance. Si, à 3 reprises. Il devait déjà sortir en novembre de l'année dernière, décembre, et puis mars, je crois. Oui, ça a vraiment été tourné avant le confinement. Ça a été j'ai terminé le montage image juste avant l'annonce du premier confinement. Donc toute la partie de post-production c'est faite pendant le premier confinement. Tu te souviens quand même du film, c'est pas mal, c'est admirable. Hein. Ça je m'en souviens, c'était une étape parce que j'avais validé le montage image et je me souviens que le soir même, c'était le 17 mars ou le 13. Ça doit être affreusement frustrant, quoi. Oui, alors c'était beaucoup plus dur. Alors j'étais rassuré parce que j'avais quand même le montage image, comme c'est une étape cruciale quand même dans un film, donc cette étape était passée et puis il restait alors tout un travail sur le son, la musique. Donc là, ça a été plus compliqué pour Nicolas Bouvet, qu'on évoquait tout à l'heure, parce que lui, il a ramené tout son matériel, il a travaillé chez lui et je pense que j'ai dû créer des dissensions dans son couple parce qu'il travaille dans sa chambre et sa femme était à côté et elle a entendu des bruits d'avion, de moteurs, de turbines, enfin des choses vraiment fun pendant combien ça a duré, 2 mois de confinement. Donc avant qu'on poursuive le travail en mai, quand on a pu sortir, voilà, et là on a pu retourner en montage. Mais évidemment, c'est vrai que de toute façon, quand un film marche commercialement, c'est bien pour tout le monde parce que ça donne, c'est un cercle vertueux, quoi. Et puis c'est vrai que c'est un genre qui est quand même un genre peu exploité en France. Enfin, c'est ça, donc c'est sûr que c'est pas mal, quoi. C'est une des raisons pour lesquelles je posais cette question aussi, parce que c'est vrai qu'en France, une comédie ne marche pas, il y en a quand même 15 qui sortent derrière, un thriller ne marche pas, et d'un seul coup, en fait, on ferme les vannes, et surtout, on stigmatise peut-être le réalisateur qui, d'un seul coup, va devoir faire des comédies pour continuer à tourner. Ce qui arrivait à des gens comme, par exemple, Fred Cavaillé, qui militait beaucoup pour le film d'action, pour le polar et tout ça. Alors pourtant, je pense qu'il a rencontré le succès. Mais clairement, et en plus, il en a eu, bien sûr, mais c'est tout le paradoxe, après, mais à coup pas. Et en fait, l'idée, justement, d'un film comme Burnout qui ne marche pas forcément autant que tu l'aurais aimé, est-ce que, justement, ça crée pas... Après, c'est difficile, là, vraiment, il faudrait poser cette question plus à des distributeurs, des exploitants, etc. Burnout était un film d'action, c'était une vraie série B, et peut-être que voilà le marché en tant que tel est plus petit. Voilà, moi, Boîte Noire, c'est un film qui est pour moi beaucoup plus ambitieux, plus large, et qui par les thématiques exploitées, c'est presque, évoqué, abordé dans le film. Pour moi, c'est vrai que l'enjeu est important parce que c'est vraiment pour moi, sans doute, c'est mon 4e film et c'est mon film sans doute le plus personnel. Enfin, il y a rien d'autobiographique, mais pour moi, c'est le film qui se rapproche le plus de ce que j'avais en tête, et c'est un film que j'ai en tête depuis tellement longtemps, quoi, depuis 10-11 ans, quoi. En fait, évidemment, j'y ai pas travaillé tous les jours, j'ai laissé de côté, j'ai réalisé 2 autres films entre-temps, mais c'est un projet vraiment que je fantasme depuis tant d'années. Donc oui, demain, c'est un peu, après-demain, mercredi, quand on entendra ce podcast, oui, ça sera à la fois une libération parce que et en même temps un stress, quoi, de savoir ce que les gens vont aller voir le film. Allez voir le film. On peut terminer là-dessus. Ah non, moi j'ai une dernière question quand même. Tu dis que ça fait donc plus de 10 ans que c'est un projet. T'as une véritable fascination pour les crashs aériens, ou d'où ça vient? Un peu morbide, ouais. Mais j'avoue que je regarde tous les Mayday, là, vous savez, ces émissions de reconstitution. Je sais pas, je suis assez fasciné par ça, effectivement, mais
mais vraiment, moi, depuis le début, je suis fasciné par le monde de l'aéronautique, vraiment le monde de l'aviation civile. En fait, je suis quelqu'un qui a très très peur en avion quand je voyage, et en même temps, je suis fasciné. Je sais pas comment dire, et je crois que j'aime bien filmer ce qui est secret et ce qui me fait peur aussi. Et je trouve que l'aéronautique, l'aviation civile, c'est un monde, un monde méconnu qui m'a toujours fasciné, et en plus que j'ai toujours trouvé vraiment cinégénique, quoi. Je me suis dit, il y a des films de catastrophes aériennes, mais il n'y a pas de film qui montre ce milieu-là vraiment. Et ça a été vraiment le déclic, quoi. D'ailleurs, du coup, je peux rebondir pour une dernière. Ça me fait une dernière question, mais si on a le temps, mais parce que tu as parlé beaucoup de la documentation, de l'apport des gens de l'IDEA, mais forcément, je me demande. Alors, c'est pareil, c'est une question un petit peu basique peut-être, mais tu n'as pas eu d'interdit, parce que c'est quand même des sujets très sensibles sur des choses qui sont à mon avis quand même très protégées. Moi notamment j'étais hyper étonné quand tu nous as dit que le BEA, la boîte noire, oui, en fait, quand on voit tout, enfin c'est un truc de super documentation et tout, et il y a aucun moment ils t'ont demandé de mentir sur quelque chose, si ce n'est de mentir par omission, quoi. Non, mais parce que de toute façon le BEA, je crois, ils ont été bienveillants à mon égard parce que je faisais une fiction. Je crois que si j'avais fait j'avais fait une reconstitution d'un crash qui aurait déjà existé, ils auraient été beaucoup plus touchy. Je crois qu'ils auraient été, à mon avis, j'aurais pas eu à accepter tout ça. En revanche, après, vraiment, moi, j'ai essayé de frapper à plein de portes, et beaucoup de portes qui sont restées fermées. Et l'accès, j'ai envie de dire, même au Bourget, enfin, ça a été très compliqué. Hein. C'est un endroit où tous les chefs d'État arrivent. Hein. On a eu, je me souviens quand on devait tourner au Bourget, Jacques Chirac est décédé, donc il y avait tous les chefs d'État qui arrivaient. Évidemment, on a dû tout revoir puisque l'excès évidemment nous était interdit, ce que évidemment je comprends. Mais mis à part ça, c'était parfois très très compliqué. Et les constructeurs, j'ai jamais eu accès. J'avais fait des demandes d'interview, de rencontrer certains. Toujours c'était niette. Et même l'accès, j'ai eu très très peur à un moment donné de ne même pas avoir l'autorisation d'accéder à un avion, quoi. Oui, c'est ça ma question. C'était très 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 dur. Parce que tu vois la cabine, tu vois la boîte noire, tu vois comment ça se passe, tu te dis bon bah enfin c'est des choses qu'on nous, le commun des mortels, ne voit pas accès tout à fait. Et toi tu donnes accès à tout ça. Oui. Donc forcément on se pose la question c'est l'intérêt du film en même temps, je trouve. C'est un des intérêts, c'est vrai, mais c'est un monde qui nous est interdit. Moi je pensais pas. Enfin, je pensais qu'il y avait beaucoup de création en fait autour de ça, ou alors des transformations sur le. Mais d'ailleurs, ils ont vu le film. Les gens du BEA l'ont vu. Qui se sont pensés du coup par rapport à. En tout cas, ils ont été vraiment. Il faudrait leur poser la question directement, mais ils ont été vraiment agréablement surpris. Ils ont vu que j'ai vraiment suivi leurs directives sur tout l'aspect technique. Après, ils sont un petit peu moins à l'aise quand ils voient le personnage de Pierre Ninet, qui est quand même un personnage un peu très geek, qui à un moment donné bascule, vrille un peu. Donc évidemment, là, ils se disent, j'ai pas rencontré de gens qui partaient en vrille comme ça, évidemment là-bas. Mais je leur dis, mais ça, c'est la fiction. C'est évidemment, vous savez, c'est comme ces films qui présentent, je sais pas moi, des films anglo-saxons où vous voyez, vous êtes dans la CIA, et donc il y a forcément à un moment donné des personnages qui sont pas, qui franchissent la ligne. Mais ils auraient aimé avoir Robert Redford. Voilà, exactement. Mais donc ça, c'est pour moi la part de fiction. Mais encore une fois, je trouve, moi, quand j'ai vu leur métier, je me dis quand même, ça me faisait penser au boulot de monteur, hein, monteur son, monteur image dans le cinéma, c'est que vous êtes tellement obsessionnel sur un élément que, à force, je pense que pour les nerfs, c'est compliqué. Et d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, quand ils travaillent sur des crashs vraiment très importants, avec cette pression médiatique très très forte, les enquêteurs partent. Ils craquent. Ah ouais, ils craquent parce que c'est dur. Ou ils font une pause, ils vont ailleurs, ils travaillent pour, ils quittent le BEA pendant quelques temps, quoi. Donc c'est bien que c'est quand même, je veux dire, émotionnellement parlant, ça coûte, quoi. Ça a dû les toucher quand même d'être mis comme ça sur le devant de la scène. Oui, complètement. Oui, ils ont pas trop l'habitude d'ailleurs. Bah oui. Non mais tu me faisais tu parlais des monteurs et tout, c'est pareil, quoi. C'est des gens qui restent un petit peu. Qui sont dans l'ombre, complètement. Qui ont un pouvoir démentiel. Ah bah ouais, complètement. Bon, eh bien, si vous voulez découvrir les coulisses du BEA, du Bureau d'enquête et d'analyse, Boîte Noire, vous pouvez le découvrir dès à présent au cinéma. Il est sorti ce mercredi 8 septembre. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Yann, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Merci Yann. Stéphane, Julien, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Merci Clémence. Et merci bien sûr à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison.
Si c'est la première fois que vous nous écoutez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Vous retrouverez tous les liens dans la description du podcast. Si cette émission vous a plu, il y a plein de façons de nous soutenir. Vous pouvez parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur vos réseaux sociaux préférés, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse la semaine prochaine. Retour à la formule habituelle avec un film très très attendu par les amateurs de science-fiction. On parlera de Dune qui revient au cinéma avec l'adaptation de Denis Villeneuve. D'ici là, portez-vous bien et à mercredi prochain. Push.